Il est 14h30 que je déclare la séance du Conseil communautaire ouverte. Monier Blandine, présent. Jourdan René, présent. Gertrude Hélène, Arnaud Suzanne, Barthélémy Philippe, Castel René donne son pouvoir à Hélène Lapouine, Joseph Jean-Paul, Frédéric Edouard, Robert Patricia, Axel Daniel, Camille Muriel, René Jean-Luc, Mazella Fanny, Porcu Robert, Betty Carole, donne procuration de Mme Thibault, Négligation Eric donne pouvoir à M. Alster, Thibault Yann, Garcia Gilles, de Maria Luc donne son pouvoir à Mme Gobert, Procureur Roger. Présent. Sarah André va arriver, donc elle prendra la séance en cours. Ferrara Louis, Guillaume Pascal, Joanne Bruno, Laura Christelle donne son pouvoir à M. Barthélémy, Mauvais Yvan, sans excuser, L'arnelle Loire-Rubine, Sergent Christine, Béléda Robert. Présent jusqu'à 15h30, ensuite j'ai nommé mon pouvoir. Bonifay Corinne. Tessier Jean. Noël Nathalie donne son pouvoir à Madame Arnaud. Laurent Sophie, absente excusée. Serre Daniel. Collet Laurent donne son pouvoir à Daniel Serre. Salle Michel. Perrier Gérard. Corti Ludivine donne son pouvoir à. Il y a déjà un pouvoir à Madame Serre. Il faudra le refaire. Donc Corti Ludivine donne son pouvoir à Édouard Friedberg. Réna Yves. Bourbon Valérie. Présent. Rocheteau Philippe. Présent. Querelle Émilie. Sante. Bail Marquin donne son pouvoir à Madame Moyer. À la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. Pour débuter, je vous propose de désigner Philippe Barthélémy, secrétaire de séance. Y a-t-il une objection? Est-ce que tu vas partir? Non? T'as une objection? Non. Donc s'il n'y a pas d'objection, nous désignons Philippe Barthélémy comme secrétaire de séance. Non, ça tourne. Ouais. Avant de passer à l'ordre du jour tel qu'il vous a été transmis, je vous propose de rajouter un point supplémentaire relatif à l'approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public d'eau usée de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour ajouter un jour de contrat au délégataire actuel afin de garantir la continuité du service public. Y a-t-il une objection? Pas d'objection, donc nous rajoutons. Approbation du compte rendu du Conseil communautaire du 8 avril 2024 avec des observations à formuler sur ce compte rendu. Pas d'observation, nous allons faire passer le registre. Présentation des décisions. Donc, vous les avez reçues. Et maintenant, je vais vous proposer de passer à l'ordre du jour. Point numéro 1. Mise en place du Conseil de développement. Suzanne Arnaud. Merci, Madame la Présidente. Il s'agit de la mise en place du Conseil de développement. Le rapporteur expose que la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique oblige à la création d'un conseil de développement au sein des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité, je le termine,
à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Le Conseil de développement est une instance de démocratie participative dont la composition va être déterminée par la présente délibération. Il sera composé pour la durée du mandat d'un président et de 20 membres répartis en 3 collèges. Le développement économique, sociétal et les personnes qualifiées. Un appel à candidature auprès des acteurs du territoire est lancé afin de déterminer la composition du Conseil de développement. L'exécutif territorial procédera par la suite à la désignation des membres du Conseil de développement. Chaque année, ce Conseil devra établir et communiquer un rapport d'activité à la communauté d'agglomération Sud-Saint-Yvon. Merci Suzanne. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, désignation d'un nouveau membre délégué au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et Laurent Fluent. Jean-Luc Granet. Désignation d'un nouveau membre délégué au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et Laurent Fluent. Le rapporteur estime que la communauté d'agglomération de Saint-Yvon a procédé à la désignation des membres délégués au syndicat de l'arrêt du Grand Valais et de Laurent Fluent par délibération du Conseil communautaire du 22 juillet 2020, et ce, conformément à l'arrêté préfectoral pour sa modification statutaire du dit syndicat. Par délibération numéro DELCC 2024-009 du Conseil communautaire du 11 mars 2024, la liste des membres délégués au syndicat de l'arrêt, du Grand Valais et de Laurent Fluent a fait l'objet d'une modification. Suite à la démission de M. Roger Coquin, élu municipal à la commune de Candolle, siégeant comme membre délégué au syndicat, et convient conformément à l'article L. 2121-33 du Code général des collectivités territoriales de procéder à son remplacement par M. Jean-Pierre Chorel, élu municipal de la commune de Candolle. Merci Jean-Luc. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, adhésion de la CASSB à la Société publique locale Méditerranée, SPLM. Hélène Verpune. Donc, adhésion de la communauté d'Aglo Sud-Saint-Yvon à la Société publique locale Méditerranée, autrement dite SPLM. La commune de Signes désirait depuis plusieurs mois se désengager de la SPLM et en avait fait part à la communauté d'Aglo. La communauté d'Aglo ayant besoin d'adhérer à la SPLM, Signes a accepté de lui céder ses parts, soit 60 actions représentant 10% des parts de la société pour un montant total de 90 000 €. La communauté d'Aglo Sud-Saint-Yvon a jugé pertinente cette adhésion au regard des équipements publics et des projets urbains à réaliser, nécessitant le recours à un aménageur confirmé. Elle a saisi la SPLM par courrier du 30 mai 2024 afin de vérifier la possibilité pour la communauté d'Aglo d'y adhérer par l'acquisition des actions de la commune de Signes. Dans le but de faciliter l'adhésion de la communauté d'Aglo, il est proposé que Signes cède à la communauté d'Aglo les 60 actions qu'elle possède, représentant donc 10% du capital social de la SPLM, 90 000 €, ainsi qu'un poste d'administrateur afin de siéger au sein du conseil d'administration de la SPLM. Le capital de la SPLM est de 900 000 €, prenant la forme de 600 actions à la valeur nominale de 1 500 €. Il est donc proposé d'accepter l'adhésion de la communauté d'Aglo Sud-Saint-Yvon à la SPLM par le rachat de 60 actions de la commune de Signes. Et il est également proposé de désigner M. Jean-Paul Joseph comme représentant de la communauté d'Aglo au sein du conseil d'administration de la SPLM. Merci Hélène. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Oui. Alors, comme il y avait pas d'éléments qui étaient joints en annexe pour arriver à évaluer ce que c'était vraiment la SPLM et notamment ses états financiers, je suis allée regarder ce qu'il y avait sur Infobref, puisqu'en fait, la SPLM,
qui s'appelle société publique, est en fait une société commerciale de droit privé. Donc ces comptes sont normalement publiés sur le greffe. Alors ce qui se passe, c'est que le capital de 900 000 € a été grignoté en partie par des résultats déficitaires pendant plusieurs années, ce qui fait qu'aujourd'hui, les fonds propres de cette société ne s'élèvent qu'à 821 000 €. Donc il y a eu 80 000 € en fait qui ont été quelque part mangés, en quelque sorte. Donc ça, ce sont les chiffres 2022. Ensuite, un autre petit souci, c'est qu'il semblerait que ce soit que le conseil d'administration soit quasiment entièrement à la main de l'exécutif de la commune de La Valette. Alors je ne sais pas si ça peut poser souci, mais en fait, il aurait peut-être fallu quand même s'y pencher. En fait, il y a également une imbrication avec un bureau d'études qui s'appelle Selexval. Les deux sociétés sont imbriquées. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2021, rapport qui fait état de nombreuses irrégularités de gestion sur ces deux sociétés. Alors, ce que nous nous posons comme question avec Gérard Perrier, c'est qu'avant d'engager l'AGLO sur une participation dans ce type d'organisation, il nous semble qu'il aurait été judicieux d'examiner de plus près leurs états financiers, de poser des questions sur un certain nombre d'éléments, et notamment la valeur des actifs, parce que quand même cette société a aujourd'hui, elle présente à fin 2022 un peu plus de 40 millions d'euros de dettes. Alors s'il y a les actifs de l'autre côté qui sont plus importants, tant mieux. Si les actifs ne sont pas là, ou si ces actifs sont éventuellement surévalués, la communauté Sud-Saint-Eudore pourrait se retrouver engagée dans une participation financière qui pourrait comporter des risques financiers. Donc nous ne sommes pas pour nous engager plus avant la communauté d'Aglo dans une organisation qui, pour l'instant, semble poser problème. En tout cas, ces problèmes devraient être levés, à notre sens, avant de s'engager. Donc, nous voterons contre. Ok, merci pour cette analyse. Y a-t-il d'autres remarques? Allez-y, je vous écoute. Je vais répondre pour les mêmes raisons. Allez-y, micro. Mettez votre micro, on vous a entendu. Alors, je disais donc que je suis également contre, comme le dit Madame Salle, mais ça y est. Y a-t-il d'autres remarques? Vas-y. Oui, alors, bonjour. Le conseil a adhéré à la SPLM avec des parts moins importantes, puisque plus modeste que l'AGLO. Alors, l'idée, nous devons dans quelques jours étudier les comptes de l'année. Ce que je peux en dire, c'est que la diminution du capital est essentiellement due à la période de Covid qui a été difficile, et je ne vois pas a priori, pour le peu d'éléments que j'ai, d'anomalie. Nous comptons sur la SPLM pour nous aider à l'aménagement d'une zone d'habitation. Effectivement, j'ai lu aussi le rapport d'Antal de la Cour des comptes avec la Chambre régionale des comptes, qui émettait un certain nombre de critiques et de réserves, notamment au niveau financier. Donc il y a une réponse, bien sûr, de cette SPL, et il semblerait, après voir que
ils ont pris en compte ces remarques de la Chambre régionale des comptes. Il me semble que c'est peut-être intéressant puisqu'il y a des réponses qui sont critiques, et enfin, je partage vos interrogations. Hein. Peut-être dire quand même les intérêts de cette société d'aménagement. Et là, je parle un petit peu sous le contrôle d'Hélène Verville. Dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a une description des actions qui ont été faites au niveau des signes. Et bon, ce rapport pour la période jusqu'en 2018. Et c'est quand même intéressant. Voilà, donc là, SPL est également intervenue en tant que concessionnaire pour le compte de la commune de Signes. Donc il y a eu 7 concessions différentes. À la suite d'une première concession conclue entre la commune de Signes et la Seine-Exval, effectivement, il y avait une implication entre les deux entités, la deuxième étant une société d'économie mixte, et la Chambre demandait est-ce qu'il y a un peu plus de clarification. Cette petite concession, signée en juin 2011, est orientée autour de la rénovation et la restructuration du centre ancien de village, a permis la réalisation de nouveaux équipements publics, salles polyvalentes, maisons des associations, aménagement d'un théâtre de verdure, le déplacement de la caserne des pompiers pour créer un espace public central pour les activités festives, ainsi que des actions de réhabilitation et de construction de logements neufs pour moderniser le parc de logements villageois. Ayant pris effet le 15 juin 2011, elle a réalisé quand même pour 15 millions d'euros d'études et de travaux dans la commune, financés à la hauteur de 7,5 millions d'euros par la cession de logement et par 7,5 millions par la participation de la commune. Sur la période de 2011 à 2018, il y a eu seulement deux CRAC, convention de règlement de l'assurance construction. Et donc, il révèle que les opérations de construction et réhabilitation de logements répondent à une volonté de la commune de maîtriser sa politique foncière en restant propriétaire de la majorité des immeubles construits ou réhabilités par le concessionnaire. Alors, effectivement, les échanges de l'époque avec mon prédécesseur, bien sûr, ont confirmé la volonté de la commune de Signes de rester propriétaire de logements construits et réhabilités. Alors, effectivement, il faudra qu'on regarde pour les prochaines opérations, puisque la Chambre faisait remarquer que cette politique était en contradiction avec le bilan financier prévisionnel initial établi à l'occasion de la signature de la Convention qui prévoyait 7,5 millions de cessions de logements à des propriétaires privés. Alors, je pense qu'il faudra qu'on soit attentif effectivement pour les approuver, mais ce que je voulais souligner, c'est que malgré les réserves qu'on peut avoir sur la gestion financière, en tout cas, sur cette période-là, malgré tout, il y a eu des opérations qui sont réellement significatives et bénéfiques pour la vie de Signes. Je ne sais pas si tu veux faire une observation là-dessus. Moi, je voulais simplement dire qu'en fait, il n'est pas question de se débarrasser d'un chien galeux, c'est pas ça du tout. Simplement, nous avons beaucoup d'actions. Nous avons régularisé très dernièrement la dernière concession. C'était la rénovation du centre ancien, donc ça datait de pas mal d'années. Donc ça a été régularisé. Et c'est fait que la volonté de la commune, c'est de ne plus avoir d'action, d'en avoir un minimum. Alors on en a beaucoup trop, et c'est pour ça qu'on avait trouvé un consensus avec Madame la Présidente. Voilà. Alors, juste pour préciser une chose dans l'immédiat, parce que ce montre bien en fait que les questions que vous avez posées, qui sont des questions qui nécessitent des réponses qui ne peuvent pas s'apporter en conseil communautaire, que vous pensiez à les poser en amont, qu'on puisse demander les explications nécessaires pour vous répondre, notamment là à la SPLN. Juste, je voulais préciser, ce n'est pas une société commerciale. C'est une société publique locale avec des actionnaires qui ne sont que des collectivités. Voilà.
Donc voilà, c'était quand même une distinction que je voulais donner. Donc je vous invite à envoyer le détail des questions que vous venez poser au service, de manière à ce que vous puissiez avoir pour le prochain conseil communautaire les réponses. Et je vous propose qu'on reporte au prochain conseil communautaire cette délibération. Merci. Point suivant, protocole de fin de contrat des délégations de services publics d'eau potable. Alors je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire un vote global, puisque c'est exactement le même style de délibération. Vous pouvez bien entendu poser des questions si besoin était. Donc je vous propose de regrouper les points 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, en raison de l'échéance des contrats de délégation de services publics en matière d'eau potable, au 31/12/2024, il est nécessaire de faire un bilan des réalisations contractuelles. Pour les 4 protocoles de fin de contrat avec la Seine, Bandol, Sanary, Saint-Cyr et le centre de production Sanary, Bandol, et avec la CEE, le Castellet et il est donc proposé de signer un protocole de fin de contrat entre la CASSB et ses délégataires dont les modalités de gestion de fin de contrat concernent les domaines suivants. Le statut des biens de la délégation, les conditions de reprise des données techniques et administratives, les modalités de la transition de l'exploitation, les données d'entretien, réparation, la reprise du personnel affecté au contrat, le bilan de clôture du contrat de délégation, investissement, renouvellement, pénalité. La CASSB et les concessionnaires conviennent que le solde à verser en fin de contrat équivaudra à la somme relative au renouvellement contractuel et investissement non effectué au 31/12/2024. La CASSB et les concessionnaires ont dressé le bilan provisoire au 31 décembre 2022 des engagements contractuels. En effet, il est à noter que les deux parties, CASSB et Seine, conviennent que les pénalités P4 et P6 pour le contrat de Sanary porté à l'article 67 du contrat sont applicables sur les exercices antérieurs à 2023. Le montant de la pénalité si applicable au titre de la non-atteinte des engagements concernant l'indice linéaire des volumes non comptés, s'élève à 632 378 € au titre des exercices 2018, 2019, 2021 et 2022. Le montant de la pénalité 4 applicable au titre du respect de l'obligation du renouvellement des compteurs s'élève à 4 400 € au titre de l'exercice 2022. Ces pénalités sont gérées via l'établissement d'un titre de recette établi par la CASSB dans le courant de l'année 2024. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Donc je vous propose de voter ces délibérations. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie. Point suivant, contrat d'objectif déchets CASSB Région Sud, Jean Tessier. Le plan du schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires adopté en 2019 fixe des objectifs quantitatifs dans différents domaines et notamment celui des déchets. Dans le cadre du volet déchets, la région propose aux collectivités de signer un contrat d'objectifs, prévention, tri des déchets et économie circulaire, qui les engage dans une démarche globale de prévention et de gestion des déchets articulée en 4 axes. Premier axe, élaborer une stratégie globale de prévention et de gestion des déchets en cohérence avec la planification régionale en visant progressivement l'atteinte des objectifs prioritaires détaillés dans le contrat d'objectifs. Axe 2, planifier les équipements de prévention et de gestion des déchets dans les documents d'urbanisme et leur programmation budgétaire répondant à l'axe 1. Axe 3, adhérer au minimum à un des différents réseaux de prévention, compost plus, remède zéro, déchets plastiques en Méditerranée, réseau des ressources,
réseau de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et le dernier, axe 4, adhérer à la charte zéro déchet plastique régionale. Le détail des actions est précisé dans le document de suivi des objectifs annexés à la délibération. Du fait de la restriction en contre-objectif, ces actions pourront faire l'objet de financement émanant de la région Sud. Le numéro 10. Objectif charte zéro déchet plastique en Méditerranée et plan d'action zéro déchet plastique en Méditerranée. Je répète deux fois la même chose. Dans le cadre de la délibération précédente concernant le contrat d'objectif déchets, l'axe 4 du contrat prévoit l'adhésion de la charte zéro déchet plastique proposée dans la région Sud. Cette charte se décline à un plan d'action annexé à la présente délibération. Elle permet notamment de valoriser des actions déjà entreprises ou programmées par la SCCD en termes de communication ou de redevance spéciale. Voilà. Merci Jean. C'est normal, elles sont liées parce que l'une va avec l'autre. Et en fait, il faut d'abord délibérer sur le contrat d'objectif pour ensuite adopter la charte. Et ces deux délibérations nous permettent d'obtenir des subventions dans le cadre aussi de ces actions. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 11 à 15, et si vous en êtes d'accord, René Jourdan va vous faire une lecture globale et un vote global. Bien, donc il s'agit d'abord sur le point 11 de délibération 2024-67. L'objet, c'est la rectification de la délibération 15 de 2024 suite à une erreur matérielle et mise à jour de la programmation pluriannuelle. Une erreur de budget s'est glissée dans la délibération de création de l'autorisation de programme et crédit de paiement. C'était création et travaux de pistes cyclables du territoire. En effet, le budget concerné doit être celui des transports s'agissant de la mobilité. Il est donc proposé au Conseil communautaire de rectifier la délibération 015 du 8 avril 2024 en remplaçant budget principal en budget annexe des transports. Pour l'autorisation de programme 2024-015, création et travaux de pistes cyclables du territoire uniquement. L'article 2 peut dire que les autres dispositions de la délibération 015 du 8 avril 2024 restent inchangées. Merci René. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Délibération 67, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et la délibération 068, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, René toujours. Donc on passe à le point 13 à 15. Il s'agit donc de décisions modificatives du budget principal, budget annexe de l'assainissement et des transports. Vu l'avancement du budget principal et des budgets annexes de l'assainissement et des transports, il est nécessaire de procéder aux ajustements de crédit détaillés dans les documents budgétaires et dans les notes synthétiques jointes. Il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir autoriser les jeux d'écriture tels que présentés. Voilà, Pauline. Merci René. Des questions sur ces délibérations? Pas de questions, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc l'ensemble des trois délibérations est approuvé dans la même. Merci beaucoup. Point suivant, reversement de la taxe communale à la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, adoption de la convention type à compter de 2025. Philippe Barthélémy. Bien, merci, Madame la Présidente, mes chers collègues. En fait, c'est une délibération que nous avons déjà prise en la commune. Le tâche d'aménagement, c'est des recettes des communes et qui sont en fonction, bien sûr, de l'autorisation d'organismes qui sont libres. L'objet, c'est, comme leur nom l'indique, c'est de financer les équipements publics. Alors, lorsque l'on est à l'intérieur d'une zone d'activité économique,
ben, c'est l'aglo qui prend en charge ces financements. Donc il est logique que l'aglo en ait les recettes. Et lorsqu'on est à l'extérieur de ces zones, à ce moment-là, il y a un partage, puisqu'il y a la voirie, par exemple, c'est la commune, les réseaux de pluviales, c'est l'aglo, donc il faut un pourcentage. Donc l'idée est simplement d'avoir 30% pour l'aglo partout et 100% dans les zones d'activité, puisque les communes sont incompétentes dans ce domaine-là. Bon, alors, on avait déjà délibéré pour 2024, les idées délibérées pour 2025 pour Madame la Présidente. Merci Philippe. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, je crois qu'il est déjà dans les starting blocks. Hélène, fixation du montant des bases fiscales servant à l'établissement de la cotisation minimum de CFE à compter de 2025. Alors, les bases minimales de la CFE, c'est-à-dire cotisation foncière des entreprises, ont été fixées lors du Conseil communautaire du 25 septembre 2023 pour les impositions 2024 uniquement. Il est donc nécessaire de délibérer à nouveau pour maintenir identique les montants de base pour les impositions 2025 et les suivantes. Il est donc proposé au Conseil communautaire de reconduire les montants de base minimales de la CFE, les mêmes que celles votées en septembre 2023. Merci Hélène. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 2 abstentions? On s'abstient parce qu'on est concerné. Je n'ai pas compris. On s'abstient parce qu'on est concerné. D'accord, merci. Il s'abstient. Il s'abstient. Point suivant. Attribution des subventions pour l'exercice 2024. La CASSB attribue chaque année des subventions aux associations et organismes situés sur son territoire. Avec le passage de la N57 en 2024 et la possibilité matérielle de les intégrer dans la nouvelle maquette, il devient nécessaire de délibérer pour lister les subventions octroyées. Les crédits budgétaires ont d'ailleurs été prévus lors du vote du budget politique au Conseil du 8 avril et donc proposé au Conseil d'accorder 4 subventions qui sont reprises dans le tableau pour un montant total de 36 000 €. Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Oui, si c'était possible, on aimerait avoir des précisions d'abord sur l'association Maison Bleue, donc nous, quelle est son activité, et ensuite on aimerait comprendre pour le club de rugby du Gossé, bon, tant mieux qu'ils ont une subvention, mais est-ce qu'il y a un intérêt communautaire? Quelle est la raison pour laquelle il y a une subvention? La raison pour laquelle ils ont fait une demande de subvention auprès de la communauté belge. Merci. Alors, pour la Maison Bleue, c'est une association qui s'occupe des enfants 10 qui ont des problèmes d'intégration et qui fait un travail intercommunal très important, c'est-à-dire que les enfants de l'interco peuvent aller dans cette structure et ils font un travail remarquable pour aider ces enfants à reprendre pied dans la vie avec les autres enfants. Voilà. Concernant le rugby, à leur demande, initialement, j'avais dit qu'on ne donnait pas de subvention aux associations, ce qui était une doctrine qui avait été, mise en place collectivement. Il s'avère que cette association a reçu différentes subventions et que là, il faisait un tournoi les années précédentes. Donc, comme là, il faisait un tournoi qui intégrait, le territoire, voilà, le canton, il nous a semblé, judicieux de leur accorder une subvention pour cet événement spécifiquement. Vas-y. Oui, alors, il ne s'agit pas effectivement d'une subvention au club de rugby, puisque ce n'est pas une compétence qu'a pris l'intercommunalité. Il s'agit bien d'une subvention à un événement qui, à l'origine, s'est appelé le tournoi des 100 clochers,
puis des cyclogés, et maintenant qui est des tournois souvenirs Ali Tadjer et Henri Ripert, qui était le jeune fondateur du club, décédé rapidement. Donc je confirme, ce n'est pas une subvention de fonctionnement du club. On ne peut pas d'ailleurs mettre une subvention sur l'Interco. Il faut que ça reste au niveau des communes. C'est la raison pour laquelle l'ONG j'avais dit non, mais voilà, avec toutes ces explications, on a eu la raison pour laquelle on leur donne une subvention. Petite autre question? Monsieur Coutron, je vous écoute. Non, c'est une précision, Madame la Présidente. Pour la question de billes, il n'y a pas de problème. Pour la question Maison Bleue, à laquelle je souscris pleinement quant à participer à leur activité, il me semble nous souvenir néanmoins qu'au moins une commune, celle de Sanary, a déjà fait une intervention sur ce site. Donc, vous venez de dire que nous prenons en charge au niveau communautaire ce qui n'est pas éventuellement pris par les communes. Est-ce qu'il n'y a pas là une distorsion? Non, je ne vois pas où il y a une distorsion. Après, la commune de Sanary donne à cette association depuis tout temps et les soutient dans leur action. Il nous paraissait normal que l'aglo abonde de son côté aussi, puisque tous les enfants du territoire, ils sont accueillis sans discrimination aucune. Donc voilà. Et comme c'est une association qui n'a pas de revenus autres, voilà. Enfin si, il y a d'autres revenus, mais ce que je dirais suffisamment pour mettre en œuvre tout ce qu'ils ont à mettre pour ces enfants. Enfin voilà, il n'y avait pas de... Non mais, si vous permettez, Madame la Présidente, je suis pleinement d'accord pour participer à l'activité de cette association. La seule question qui me taraude, c'est celle-là, justement, si vous voulez, ou bien la communauté décide, au nom avec l'accord bien entendu, de l'ensemble des communes regroupées, de participer, et efficacement, peut-être même plus que ce qui est prévu aujourd'hui, ou alors nous laissons les communes faire le nécessaire en ce qui les concerne. Je trouve que, si vous voulez, nous avons souvent, en tout cas pour ma part, des observations qui sont faites par certains habitants qui critiquent à tort ou à raison le millefeuille administratif de la France, c'est-à-dire la commune, la communauté d'agglomération, le département, etc. Et nous sommes amenés à donner des explications en disant que si la communauté est utile, puisqu'elle coordonne des actions communes. Moi, je trouve que sur ce sujet, nous pourrions, au niveau de la commune, au niveau de l'agglomération, dire, bon, ben, cette association est intéressante, il faut la budgéter plus sérieusement, et automatiquement, les communes, après, ne font pas la même chose. Sinon, on a une interrogation à savoir, mais alors, c'est une superposition de sujets et qui n'entraîne aucune économie, ni d'un côté, ni de l'autre. Voilà, je crois qu'il est bon que nos citoyens sachent ce qui est fait en commun, en remplacement de ce qui peut être fait par les communes. Je pense que là, il n'y a pas de débat, en fait, c'est une subvention complémentaire. Les associations ont l'habitude, pour boucler leur budget, de demander des subventions à divers organismes. Là, ben, c'est l'aglo, ça pourrait être l'État aussi, par d'autres biais. Donc, je ne vois pas trop ce que vous dites par rapport aux millefeuilles et excuse-moi, je voudrais simplement, je vous remercie Madame la Présidente d'avoir la gentillesse de me donner la parole. Deux précisions. Alors tout d'abord, cette maison bleue est située à Sanary et non seulement elle est subventionnée effectivement par la commune, mais elle est dans des locaux qui sont communaux. Petit 1. Deuxièmement, effectivement, c'est comme Madame la Présidente l'a très bien dit, c'est une association qui est gérée par un médecin
qui s'appelle Dr Moreno, qui est à la retraite bénévole et qui dispense de façon bénévole donc, ses compétences à des familles qui sont complètement démunies parce que le cas de leur enfant ne leur permet pas de les intégrer dans le système scolaire et éducatif traditionnel, malgré tous les efforts d'inclusion, une politique d'inclusion qui est de plus en plus importante, il est vrai, mais ça ne répond pas. Et le docteur Moreno, effectivement, donc, a fait appel à la communauté d'Aglo par le biais de, s'est rapproché par le biais de l'ancienne présidente qui est Isabelle de Citre, qui connaît très bien notre présidente. Donc les deux personnes se sont rapprochées et elle a sensibilisé notre présidente au fait que, effectivement, ça dépasse bien les enfants de la commune de Saint-Marie-sur-Mer. Et effectivement, il y a des personnes qui viennent non seulement de la communauté d'agglomération, des 9 communes par deux personnes de Ribot, effectivement, mais également aussi TPM, etc. Chaque année, les maires concernés sont effectivement sollicités également. Et enfin, donc, une demande de subvention a été déposée auprès de Mme Kinsey, qui est intervenue en notre faveur, enfin, en la faveur de la Maison Bleue, pardon, donc auprès du conseil départemental, et la Maison Bleue devrait pour la première fois donc, être subventionnée dans des proportions à la hauteur de l'investissement. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut pas décourager, justement, je crois que ça donne pleinement la dimension de cette institution, de cette assemblée, justement, de montrer que nous avons une vision communautaire, et là, c'est dommage, justement, d'émietter. C'est bien cette délibération qui permet, justement, qui est une des illustrations peut-être les plus claires de cette assemblée, de l'intérêt de faire communauté. Merci Patricia. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Ah pardon, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous aviez une question. En fait, ce que M. Poitreau, je crois, a estimé, c'est que le visa, donc, qui justifie cette subvention, c'est celui des statuts. On dit des statuts, compétences donc obligatoires et compétences optionnelles, voilà. Alors, en quoi la Maison Bleue entre dans les compétences optionnelles de la communauté d'agglomération? Parce que si je comprends bien l'intérêt philanthropique, mais je ne comprends pas l'intérêt communautaire à lui. Mais je ne vois pas ce que ça peut bien faire pour les équipements culturels et sportifs. Parce que bon, les compétences optionnelles, c'est la voirie, l'intérêt communautaire et l'équipement culturel et sportif. Alors oui, pour le fait de Ruby, c'est pour les subventions qui concernent donc les tournois interterritoriaux, mais les Maison Bleue, je ne comprends pas. Donc ça ne fait pas partie des compétences, hein, bien entendu. Ça fait partie des choix que l'on pourrait aider, comment dire, certaines actions sur le territoire. C'est une action qu'on soutient depuis 2016, pour dire que l'ensemble des élus ont toujours voulu soutenir cette maison, en sachant tous le retour que l'on en a par rapport à nos populations. Donc voilà, après c'est un choix, ça ne rentre pas dans une compétence, donc il n'y a pas... Le problème, Madame la Présidente, c'est que le visa, c'est bien vu le statut de la communauté d'agglomération. Dans ce cas, il faut rédiger autrement la délibération. Parce que bon, n'importe quel administrateur de la communauté peut effectivement prendre le statut et s'apercevoir qu'on ne rentre pas dans le statut.
Merci pour cette remarque. Nous allons en tenir compte et les services vont intégrer votre remarque. Après, les délibérations sont reprises telles que il n'y avait jamais eu de remarque du contrôle de légalité. Et bon, voilà, on prendra acte de votre remarque et on fera modification. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Je ne sais pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 2 abstentions. Ok, merci. Comment? Abstention. Très bien. Point suivant. Bilan foncier de l'exercice 2023, Jean-Paul Joseph. Oui, Madame la Présidente. Donc, selon CGCT, un bilan annuel des acquisitions et de cessions foncières va être réalisé. Il a pour but d'apporter une bonne connaissance des mutations immobilières réalisées par ou pour le compte de la communauté d'Agglo. Pour l'exercice 2023, il y a 2 acquisitions qui sont concernées dans l'année 2023. Une sur la commune de Bandol, le Riviera. Alors, ça, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond à l'ancienne pouponnière. Et pour ceux qui ont eu la curiosité de consulter le test annexe, on parle des lutins. En fait, les lutins, c'est le nom de la base qui mène à cette ancienne pouponnière. Une sur la commune de Saint-Marc-sur-Mer, secteur de Barou. Donc, le détail des biens amène un montant de 7,9 millions et il est donc proposé d'approuver ce bilan. Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, règlement intérieur des commissions intervenant dans la commande publique de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, commission d'appel d'ordre, jury de concours et commission de concession de services publics. Jean-Paul Joseph. Alors, c'est toujours le CGCT qui explique que pour les marchés publics qui sont passés selon une procédure formalisée, dont la valeur estimée est supérieure et même supérieure au seuil européen, selon le code de la commande publique, le titulaire choisi par la commission d'appel d'offres, conformément aux dispositions du CGCT. Il y a plusieurs dispositions spécifiques qui ont été supprimées. Le texte ne comporte plus de dispositions spécifiques au fonctionnement de la commission d'appel d'offres. Aussi, comme en matière de commission de délégation de services publics, chaque collectivité doit définir elle-même les règles de fonctionnement de cette commission. Et notamment, il appartient à chaque acheteur de définir les règles applicables en matière de remplacement des membres, membres à voix délibérative ou à voix consultative. Et il y a un pièce annexe dans ce règlement qui détaille la composition, les compétences, etc. Donc, il est proposé d'adopter ce règlement intérieur. Merci Jean-Paul. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Concession de services publics relative à l'exploitation du bistrot de Riveau, approbation du choix d'un candidat, Suzanne Arnaud. Excusez-moi. Suite à une mise en concurrence et au rapport de Madame la Présidente établi en application de l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de retenir la SAS FINI en qualité de délégataire pour la gestion et l'exploitation de l'établissement de restauration et services de proximité sur le territoire de la commune de Riveau, à compter du 1er septembre 2024 pour s'achever le 30 août 2029, soit une durée de 5 ans. L'exploitation de ce bistrot a pour but de participer au développement économique du territoire. Le chiffre d'affaires prévisionnel du délégataire pour les 5 ans est de 800 000 €. Les tarifs sont révisables annuellement et la collectivité prévoit une redevance en contrepartie de l'occupation du bistrot prévu.
Merci Suzanne. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, renouvellement de la convention de coopération des transports publics urbains entre le réseau de transport de la métropole TDM et le réseau de transport de la CASSB, Philippe Barthélémy. Oui, merci. C'est tout simple. Hein. Nous avions délibéré l'année dernière pour qu'à titre expérimental, les autobus qui arrivaient de TPM et qui s'arrêtaient à la frontière puissent dépasser cette frontière et aller jusqu'à la gare de Saint-Marie, ce qui est de la logique même. Donc il s'agit simplement, les essais étant concluants, de les poursuivre et de les poursuivre pour une période de plusieurs années pour aller jusqu'à la fin de 2029. Voilà. Alors, et en plus, le coût initial, c'était 75 000, c'était 80 000 euros, maintenant c'est 75 000, ça baisse. Voilà. Donc ça ne peut pas être mieux. Voilà. Et c'est le genre de choses utiles. Il y a donc 5 arrêts entre le pont d'arrêt et la gare qui permettent aux personnes de notre communauté d'agglo d'avoir accès à tout le réseau de transport de PDM. Voilà le genre de choses particulièrement utiles. Je vous invite à le voter avec enthousiasme. Voilà. Merci Philippe. C'était clair et précis et concis. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des questions d'abord? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Avenant numéro 2, la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux du quai de Gaulle et de ses abords de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume à la commune de Saint-Brieuc-sur-Mer. Patricia Aubert. Merci Madame la Présidente. Dans le cadre des aménagements au niveau du quai de Gaulle et de ses abords, à cette occasion, la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, dans le cadre de ses compétences, doit procéder à divers travaux en matière de réseau. Pour la réalisation de ces travaux, la CSSB a décidé de déléguer la maîtrise d'ouvrage à la commune de Sanary. Une délibération portant sur une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage a été approuvée au Conseil du 3 avril 2023 par la CSSB. À la suite d'échanges avec les représentants de l'État, il est apparu nécessaire de modifier certains termes de la convention relative au partage des subventions par le biais d'un avenant numéro 1 délibéré par le Conseil communautaire le 25 septembre 2023, en raison de travaux qui n'étaient initialement pas prévus et d'un montant cumulé des travaux correspondant à la part de la CSSB qui a augmenté de plus de 30% suite à la consultation des entreprises et à la modification des marchés de l'estimation des travaux. Il convient par conséquent d'approuver l'avenant numéro 2 que je vous propose d'adopter. Merci Patricia. Y a-t-il des questions? Monsieur Coutreau, je vous écoute. Je reprendrai peut-être ce que je disais tout à l'heure. Il arrive à nos concitoyens de se perdre un peu dans le chemin à suivre en matière d'administration et de paiement des uns et des autres. C'est le cas ici. Alors j'essaie toujours de leur dire, encore une fois, de leur donner des exemples de l'utilité de notre communauté. Et parmi d'ailleurs ces arguments que je leur avance, il y a celui, et je leur dis, rassurez-vous, il y a au moins un point sur lequel vous pouvez dire que c'est positif, c'est qu'il arrive d'ailleurs que, en tant que représentant de Sanary, j'apprenne plus à la communauté que dans mon propre conseil d'administration, que du conseil municipal. Mais bon, c'est une question qui il suffit ensuite de s'adapter. Et notamment en ce qui concerne le quai de Gaulle, pauvre de Gaulle. Et donc, il y a là de Gaulle et ses abords. Et il serait intéressant qu'une fois pour toutes, nous sachions ce que cachent les abords. Suivant les plans qui ont été exposés à la commune, beaucoup de ressortissants de cette commune se sont aperçus que
maquettes et plans qui étaient affichés ne correspondaient pas toujours à la réalité. Alors il y a eu le folklore des palmiers, mais c'était un détail. Mais là, ensuite, ce qui serait utile de connaître, c'est vraiment on va de où à où quand on parle du port. Un port, généralement, ça va d'une jetée à une autre. Et les abords, ça peut être très large. Du fait que la communauté donc, est appelée à financer des réseaux, et c'est très bien, et nous nous en félicitons, il serait utile de savoir où commencent les travaux pour les réseaux et où finissent-ils exactement, de manière à ce qu'une fois pour toutes, on sache ce que c'est que cet ensemble de travaux qui touche le centre de la ville et la perturbe fort d'ailleurs. Donc nous sommes d'accord sur le financement qui est prévu, il n'y a aucun problème, mais nous aimerions bien savoir, presque métriquement, où ça commence et où ça finit. Merci. Monsieur Poutreau, toutes les choses que vous demandez, vous questionnerez la mairie de Sanary par rapport aux différentes phases. Je pense que les choses sont visibles, consultables, donc voilà, cette agglomération n'est pas là pour reprendre les choses qui vous occupent au niveau de Sanary. Ce que je peux répondre moi par rapport à ce sur quoi on vous demande de voter, c'est une convention qui lie la commune et l'agglo par rapport à des compétences. C'est pas de notre faute si aujourd'hui les compétences sont morcelées sur différentes strates. C'est la loi qui nous l'impose, d'accord. Donc nous avons pu prendre la compétence de l'eau, de l'assainissement et du pluvial, la compétence de l'eau et de l'assainissement au 1er janvier 2019. Ça s'est imposé à nous et dans la foulée, une fois qu'on avait pris cette décision, on nous a imposé le pluvial. Quand il y a des travaux dans les communes, on a l'obligation en termes d'agglomération d'intervenir sur les compétences qui nous appartiennent. Et pour cela, quand on rentre dans un chantier qui appartient à la ville, on est obligé de le faire sous forme de convention. Et c'est aussi une façon pour que nos administrés, et puis donc ensuite c'est à nous tous de transmettre cette parole-là pour comprendre cette complexité qui s'impose à nous. C'est pas nous qui décidons de quelque manière ce soir de complexifier les choses, on s'en passerait bien très souvent, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est pas une complexité c'est pas sous forme de complexité que vous devez le voir, mais vraiment sous forme de clarté pour dire, ben voilà, l'agglo, elle intervient au niveau de l'eau, de l'assainissement et du pluvial dans ces chantiers. Nous allons passer, il y a d'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci. Point suivant. Délibération 80, adhésion à la charte d'achat public centraliste. Édouard Prière. Oui, merci. Alors, Centralis, c'est une centrale d'achat sous forme associative qui a été créée en 2018 et elle regroupe sur l'ensemble du territoire des centaines de collectivités, interco, établissements publics, etc. Bon, son champ d'intervention est détaillé dans la note de synthèse. On relève du bâtiment, le gros œuvre, le second œuvre, les études, VRD, etc. L'adhésion est gratuite et le Centralis se paye sur les contrats qui sont passés et donc est payé par les fournisseurs en prélevant 5% des contrats. Alors, l'intérêt d'adhérer à Centralis, c'est pour toute centrale d'achat reconnue, puisque ça va alléger considérablement le travail de la commande publique. Si on regarde le code de la commande publique, les acteurs qui recourent à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'organisation
ou l'acquisition, pardon, fourniture de services est considérée comme ayant respecté les obligations de publicité et de mise en concurrence. Voilà. Donc, je demande d'autoriser la présidente à signer l'adhésion à la centrale d'achat Centralis. Merci Edouard. Y a-t-il des questions? Nos avis? Oui, madame, je vous écoute. Merci. Est-ce que par hasard, certaines communes ont déjà, parmi les communes ici présentes, adhéré à cette centrale d'achat et ont eu l'occasion de comparer avec des appels d'offres qui avaient été menés directement pour voir si ces centrales étaient mieux disantes ou à peu près comparables au niveau finalement du prix final? Donc la question est lancée, quelles sont les communes qui ont déjà adhéré à cette centrale d'achat? Donc les Aris-Moradon, la Seine et hier dans la région. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, avant d'adhérer, leur demander quelque part un test tableau pour voir un peu comment ils se situent, un retour d'expérience, voir comment ils se situent en prix, avant de se lancer là-dedans? Nous n'adhérons pas, en fait, comme vous l'avez dit sur le Friedler, on paye un pourcentage lorsqu'on les sélectionne sur un produit spécifique. Aujourd'hui, on n'adhère pas pour dire on va tout acheter chez eux, bien entendu qu'on fait des marchés, c'est juste parfois, il peut y avoir une urgence, que si nous n'avons pas ce genre de contrat, nous ne pouvons pas y répondre dans les temps. En fait, c'est juste ça. Parce que les marchés font toujours les marchés pour les dossiers quand ils sont prévus en fait. Ça ne remplacera pas du tout, bien entendu que non. Merci. On étoffe le service marché, c'est pas pour faire moins de marché. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Achat d'espace publicitaire et de communication relatif à l'organisation du bol d'or sur le site du circuit Paul Ricard afin de promouvoir la destination touristique Provence en Sud-Saint-Baume et la visibilité de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume et Noir-Friedler. Alors, tout est dit dans le titre, hein, c'est profiter de la notoriété du bol d'or pour promouvoir notre territoire. Donc a été retenue l'offre de la société ANCF car elle détient une attestation d'exclusivité et satisfait aux obligations relatives à la conformité du financement. Donc la conséquence, c'est qu'elle a été choisie par une consultation sans publicité ni mise en concurrence. Le déroulement de l'opération est de consacrer chaque année pendant 4 ans 100 000 € TTC pour des encarts publicitaires, une promotion donc de la destination touristique. Merci Edouard. Y a-t-il des questions? Oui. Excusez-moi, encore une fois. Donc, on parle d'encarts publicitaires. Donc, si j'ai bien compris, ce serait surtout des encarts dans des brochures. Et est-ce qu'il s'agit de panneaux qui seraient positionnés le long des pistes ou au départ ou à l'arrivée? Est-ce qu'on peut avoir une réponse là-dessus? C'est du support. Oui, pardon. Les deux. Les deux. Alors, j'ai un autre type de question. Comment cet investissement publicitaire rentre-t-il dans un plan de communication plus large? Et notamment, je l'entends, quand on fait de l'investissement publicitaire, on raisonne en cible de clientèle. Moi, je ne suis pas sûre du tout que la clientèle bol d'or soit la clientèle qui va être extrêmement intéressée par une destination touristique, qui est plutôt une destination touristique bannière familiale, notamment dans le cadre d'une compétition moto. Et notamment, il n'y a pas au niveau des médias, donc de la couverture médiatique de cet événement, on voit très peu de paysages autour.
autant le Grand Prix de France, bon, on sait ce qu'il en a été, le Grand Prix de France, il y avait quelques points de vue larges, autant la destination Bol d'Or moto, c'est uniquement centré sur des motos qui tournent autour d'un circuit. Donc je ne crois pas que cet investissement de 100 000 € sur 4 ans, ça fait quand même 400 000 €, ça ait vraiment un impact sur une clientèle qui est la nôtre. Voilà. Moi je regrette un peu qu'on mette autant d'argent là-dedans. Je pense qu'il serait de meilleur à loi de les mettre sur d'autres activités. Voilà. Alors, la raison pour laquelle on met un montant plus important, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls partenaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de financement ni de la région ni du département, ce qui veut dire que s'il n'y a plus de financement du tout, ils vont partir. Donc, en fait, c'est vraiment pour les pérenniser sur le territoire. Après, je le soumets à l'ensemble de l'Assemblée, et puis on prend la décision qui nous semble la meilleure pour cet argent public, en sachant que c'est quand même le dernier événement à connotation, qui rayonne internationalement pour notre territoire, c'est le dernier. Donc voilà, c'est effectivement un choix que nous devons faire en toute conscience. Pouvons-nous continuer à avoir un événement qui fasse rayonner le territoire ou pas? Voilà. Y a-t-il d'autres questions, M. Contreau? Oui. Je partage les observations qui ont été faites, et particulièrement en pensant que nous devrions avoir un plan de communication. D'ailleurs, vous nous avez promis, et je sais que vous tenez vos promesses, de faire de l'information auprès des habitants sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons. Et compte tenu de la somme qui est demandée, je m'interroge si nous n'avons pas intérêt à faire plutôt une forme de publicité dans la presse, je dirais, régionale élargie, et peut-être même la presse nationale à des occasions données, plutôt que de se fixer sur un bol d'or qui effectivement n'a qu'un aspect très spontané et qui en plus concerne une population, ça a été dit, qui vient pour la moto et pas rien d'autre, peut-être même pas pour notre rosée. Espérons-le, puisqu'ils doivent repartir avec leur moto. Donc, j'aimerais que ces 100 000 € que vous envisagez de porter sur cette cible soient intégrés, puisque nous les avons, sur un plan de communication mieux construit. Merci. Alors, nous les avons votés, ça fait 2 ans que nous votons les 100 000 €, donc c'est pour la suite en fait. Et c'est un engagement qu'ils nous demandent pour rester en fait. Monsieur Contreau, vous m'écoutez? Non, ok, je comprends. D'accord, je croyais que vous ne m'écoutiez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait donc 2 ans qu'on leur a attribué 100 000 €. Cette délibération, c'est pour leur donner une visibilité, étant donné qu'ils n'ont plus d'autres financements et qu'ils s'interrogent sur le site du circuit Paul-Ricard. Voilà, mais bon, voilà. On passe au vote, comme ça tout le monde s'exprimera dans le vote. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? 3. J'aurais bien 3. 3 abstentions. Je vous remercie. Point suivant, approbation de l'avenant numéro 2 au contrat de délégation de service public. Donc c'est la délibération que je vous ai rajoutée, d'eau usée de la commune de Saint-Cyr-sur-Mer. La commune de Saint-Cyr-sur-Mer a confié la gestion du service public de l'assainissement collectif sur la commune de Saint-Cyr à la société des eaux de Marseille le 12 juillet 2012 pour une durée de 12 ans. Depuis le 1er janvier 2019, la communauté d'agglomération exerce les compétences au potable, assainissement et pluvial. Par conséquent, cette dernière s'est substituée sur les droits anciennement dévolus à la commune de Saint-Cyr et se retrouve désormais compétente concernant la gestion du service public de l'assainissement collectif,
Le contrat a pris effet le 12 juillet 2012 pour une durée de 12 ans, ce qui amène l'échéance au 11 juillet 2024 à minuit. Lors de la relance du contrat pour l'assainissement collectif sur la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, une erreur matérielle a indiqué que le choix de la société Suez Eau France en tant que nouveau délégataire du service public de l'assainissement prenait effet à compter du 13 juillet 2024. Il convient d'assurer la continuité du service public et de prolonger par avenant la durée du contrat initial de 24 heures afin que la date d'échéance soit le 12 juillet 2024 à 23h59 afin d'assurer la continuité du service public. Y a-t-il des questions? Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Je vous remercie pour votre attention. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance. Merci.